Bonjour et bienvenue dans l'épisode 147 d'Avez-vous choisi, le podcast pour oser entreprendre sa vie à sa façon. Si vous ne savez pas qui je suis Oriane Savouré-Lucas, coach professionnel certifié et la créatrice du podcast Avez-vous choisi et de la newsletter La Graine de la Semaine. Rejoignez la communauté Avez-vous choisi en vous inscrivant gratuitement sur orianesavourelucas.com et vous recevrez une dose hebdomadaire d'inspiration, écrite ou audio, pour vous composer une vie sur mesure, à la fois plus légère et plus profonde. Si vous découvrez le podcast, bienvenue à vous. Avez-vous choisi le podcast explore depuis octobre 2018, et oui, le vaste et intrigant territoire du choix sous 3 formats. Le billet, où je partage questionnements, réflexions et ressources pour choisir sa vie. La conversation, avec une personne et son précieux supplément d'âme pour se laisser inspirer par des trajectoires de vie singulières. Et l'éclairage, où j'échange à leur demande avec des éditeurs bloqués sur le rond-point du choix pour activer leur fonction anti-brouillard. Et aujourd'hui, place à la conversation d'Avez-vous choisi. Dans cet épisode qui ouvre la saison 5 du podcast, je vous partage ma conversation avec Amélie. Mais avant cela, une petite chose, si vous trouvez ce podcast utile et réjouissant, aidez-moi à lui faire atteindre un nombre grandissant d'oreilles en parlant autour de vous aux personnes qu'il pourrait intéresser et peut-être même éclairer. Tous les épisodes d'Avez-vous choisi sont disponibles sur mon site, sur toutes les plateformes de podcast ou encore sur ma chaîne YouTube Avez-vous choisi. Un grand merci par avance pour votre précieux soutien qui permet à Avez-vous choisi de continuer à grandir et à s'améliorer. Ceci étant dit, place à Amélie. Alors Amélie, je l'ai accompagnée dans le cadre d'un grand coaching en 2020 et à l'automne 2021, elle a choisi de mettre les voiles en famille, direction les Antilles, pour vivre une parenthèse de 2 années avec son mari et leurs 2 enfants, en voilier, pour oser vivre autrement et pour oser l'aventure au gré des possibilités et des envies. Parce que l'idée de mettre les voiles et de partir faire le tour du monde en famille trotte dans la tête de nombreuses personnes, j'ai eu très envie de mettre en lumière ce rêve familial qu'Amélie et les siens ont rêvé puis concrétisé dans tout ce qu'il comporte, du rêve, de la logistique, des essais et des ajustements. Ensemble, nous avons parlé de ce qui l'a poussé à mettre les voiles en famille et des apprentissages qu'ils ont déjà faits après quelques mois de navigation. Sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute de cette conversation enregistrée en juillet 2021, Amélie depuis son bateau en Martinique et moi depuis mon bureau en métropole. Bonjour Amélie. Bonjour Oriane. Bienvenue dans Avez-vous choisi, je suis ravie de te recevoir pour parler toi depuis les eaux de la Martinique sur ton bateau et moi depuis la métropole, depuis mon bureau à Angers. Vraiment, je suis ravie qu'on puisse parler ensemble de ton projet à toi et ton projet de famille qui est lancé de manière très concrète depuis 1 an maintenant. Est-ce que tu peux nous dire où tu es et pourquoi tu es là ? Écoute, merci Oriane en tout cas d'être là aujourd'hui parce que ça me fait super plaisir aussi d'échanger sur ce sujet avec toi. Et là, effectivement, on est en Martinique et ce projet, donc on est parti en fait fin septembre de métropole en famille, donc avec mon mari et mes 2 enfants qui ont 11 et 9 ans. Voilà, c'est un projet de vivre sur un bateau, un voilier monocoque. L'idée, c'était de partir 1 an, 18 mois pour découvrir une autre façon de vivre, vivre d'autres expériences et puis voyager, qui était un rêve qui nous tenait à cœur à mon mari et moi depuis très longtemps et qu'on n'avait pas encore concrétisé jusque-là. Donc, vous êtes partis en septembre 2021 en famille. Donc, effectivement, tous les 4, c'est une aventure de famille. Ça a été quoi le déclic ? Qu'est-ce qui fait qu'on passe justement de cette idée qu'on peut se lancer à l'apéro entre copains régulièrement, de se dire un jour, je vais partir faire le tour du monde quelque part avec mes enfants et mes bagages ? Et qu'est-ce qui fait qu'on passe de l'idée de la discussion un peu légère à mais on y va concrètement, on se lance et on met tout en œuvre pour avancer vers ce projet ?
Alors nous, déjà, on n'en avait jamais parlé comme ça à nos familles ou à nos amis. Un jour, on fera le tour du monde en bateau ou on partira avec les enfants. Ce qui fait que la surprise a été d'autant plus grande, je pense, pour eux quand on leur a annoncé. Après, on a toujours eu un peu cette âme un peu baroudeur. On voyageait déjà beaucoup. Avec des vieux véhicules ou à vélo. On était un peu déjà nomades dans nos vacances, notamment. Et puis, voilà, cette idée de faire un voyage, c'était au début de notre vie de couple, c'était quelque chose de très présent qu'on n'a pas mis en place parce que très vite, les chemins de vie nous ont emmenés sur, j'ai envie de dire, le chemin assez classique du travail, de la maison, des enfants, du mariage, etc. Et donc, et puis des vies professionnelles qui nous ont complètement épanouies. Donc, vraiment, c'était quelque chose qui était resté très loin. Et le déclic, il s'est fait. Alors, je vais parler pour moi personnellement parce que du coup, c'est moi qui est au micro là, mais donc je vais le parler pour moi de ma façon parce que je pense que c'est vrai que le formulerait sûrement différemment pour lui, pardon. Mais pour moi, c'est vraiment le travail, le parcours de coaching qu'on a pu faire ensemble avec toi, Oriane, qui m'a fait vraiment avancer dans mon projet personnel, même si aussi c'était mon projet pour faire professionnel qui se dessinait dans ce parcours. Mais c'était faire de la place pour des projets de cœur. Et c'est ce sur quoi on a travaillé toutes les deux. Et donc, du coup, c'était vraiment de pouvoir faire de la place à des choses sur lesquelles qui étaient importantes et où j'avais du mal à me dire qu'il y avait autre chose de possible et surtout faire de la place à des rêves ou à des choses qui nous paraissent complètement farfelues. Je me suis ouverte à ça pendant plusieurs mois, on a travaillé là-dessus. Et puis un jour, les enfants nous ont dit, et puis Cédric en parallèle m'avait offert un voyage découverte, un séjour d'un week-end en Bretagne, découverte sur un voilier, parce qu'il savait que j'adorais la voile et que c'était quelque chose que j'avais jamais fait. Et donc, voilà, il m'a fait ce super cadeau de Noël. Et là, moi, ça m'a vraiment plu. Bon, c'était sans surprise parce que j'avais toujours aimé les bateaux et le vent, être dans la mer et tout ça. Mais ça m'a vraiment plu et je me suis dit, tiens, je m'offre un stage de 10 jours pour apprendre un peu plus. Et puis, en parallèle à ça, les enfants nous disent, notre rêve le plus fou, ce serait de vivre sur un bateau et de ramasser des coquillages sur les plages, etc. Et donc là, on s'est dit, tiens, moi, je suis en train de bouger professionnellement. J'avais acté le fait que j'allais partir de la société. Ça y est, dans ma tête, c'était réglé. Et puis, Cédric était lui aussi en transition professionnelle, donc pas encore suffisamment amorcé pour que ce soit impactant pour son travail. Les enfants étaient à l'école primaire. Et là, on s'est dit, c'est le moment, quoi. En fait, c'est comme s'il y avait l'alignement de tout dans notre vie pour faire que il fallait partir, qu'on avait les conditions pour partir à ce moment-là et qu'il fallait saisir l'opportunité de partir, quoi. Et donc, ouais, le déclic, c'est ça. C'est un peu je dirais, c'est nos enfants aussi qui nous ont mis sur cette piste. Moi, l'envie j'avais une vie professionnelle qui m'avait énormément nourrie, qui m'avait énormément apporté tellement de satisfaction, etc., que j'avais aussi besoin de me relancer dans un autre projet aussi, tout aussi excitant. Et l'idée, avant de me relancer sur un autre projet professionnel, de vivre cette parenthèse familiale, c'était vraiment quelque chose qui nous a séduit, Astrid et moi, et on a surfé sur l'opportunité que nous offraient les enfants de vouloir vivre un rêve. On s'est dit, voilà, c'est aussi un beau cadeau qu'on peut leur faire en tant que parents, de montrer que, oui, quelque part, les rêves, ils sont dans nos têtes, mais on peut les réaliser, et surtout, on peut essayer de se donner les moyens de les réaliser. Quand on est parti, on n'y connaissait rien. On s'est dit, voilà, peut-être qu'on va rentrer dans 3 mois parce qu'on sera totalement... on va se rendre compte que c'est pas du tout fait pour nous. Peut-être qu'on va rentrer dans 6 mois parce que, voilà, ce sera 6 mois. Mais au final, peu importe le temps qu'on aura passé, l'idée, c'était vraiment d'essayer de se donner les moyens de vivre cette expérience. Et voilà, bon là, donc du coup, ça fait presque 1 an et on est encore là. Génial. Alors, ce que je trouve assez incroyable dans votre histoire, parce qu'effectivement, c'est une histoire qui se vit en famille, c'est que toi, tu avais des envies de changement, t'es pas arrivé au coaching avec cette idée d'un voyage en voilier en famille, c'était pas du tout les plans de départ. Ce que je trouve intéressant, c'est effectivement, tu parles de concomitance à la fois de circonstances, de moments de vie, c'est-à-dire les enfants sont à un âge où ils sont à la fois suffisamment grands pour s'investir, comprendre et bénéficier du voyage, tout en étant à un âge où il n'y a pas encore trop d'enjeux autour de la scolarité. Voilà, c'est un point important, mais c'est un âge qui est encore relativement flexible. Et puis, vous étiez aussi dans des histoires différentes professionnellement, mais vous avez créé, vous avez saisi l'occasion de vous dire,
il y a un timing là qui est plutôt bon. La question que je me suis posée, c'est dans quelle mesure le confinement, le Covid, a été un catalyseur peut-être de ce choix de vie, de ce changement de vie de famille. C'est une question qu'on nous pose souvent. Est-ce que le Covid a été justement un facteur déclenchant et justement quel impact? Et j'ai toujours un peu de mal à répondre à cette question. Peut-être que ça a été plus profond que ce que je le perçois. Je pense que le Covid m'a permis de me dire qu'il y avait de prendre le temps de se poser, de se retrouver tous les quatre. Et en fait, moi, j'ai vraiment, dans le Covid, vécu le fait ressenti, même si je le savais déjà, mais c'est encore plus concret, de nous dire on est bien dans notre petit cocon familial, on est vraiment bien tous les quatre, on aime se faire plaisir et vivre des choses à quatre. Et donc, en gros, pourquoi pas amplifier cette sphère familiale qui finalement, sur un bateau, au final, c'est peut-être trop, mais... mais voilà, en tout cas, le Covid, vraiment, moi, je me suis dit, n'ayons pas peur de vivre que tous les quatre. On est vraiment bien tous les quatre et ça, c'était important. Et aussi, tu vois, le Covid, ça a permis de faire l'école à la maison. Donc, déjà aussi de se rendre compte que ça se passait. Donc, donner aussi un petit côté, oui, je peux le faire. Oui, par contre, ça va être compliqué. Mais c'est faisable. Et puis vivre de la nature, je crois que le Covid aussi, nous, ça nous a... moi, j'étais déjà très attachée à la nature, mais je crois que ça a été vraiment encore... ça a vraiment encore amplifié, pour moi, ce besoin d'être proche de la nature. Et du coup, d'être au contact des grands espaces et de la nature en permanence, ça, c'est sûr que ça a joué aussi dans le choix de partir en voilier et d'être au contact de la nature en permanence. Oui, donc finalement, ce que j'entends, c'est que les confinements, notamment, c'était un peu comme un galop d'essai, finalement, contraint au départ, mais qui vous a permis aussi de faire le point sur à la fois les essentiels et les envies que vous aviez envie de remettre au centre, et que finalement, effectivement, vivre sur un bateau à quatre, c'est effectivement vivre confiné dans un espace réduit, dans un grand espace naturel, et puis en même temps d'être au contact avec cette nature qui te tenait tant à cœur, à la fois à titre personnel, mais aussi en famille, quoi. Donc ça a été effectivement un petit laboratoire d'expérimentation avant la mise en situation réelle à grandeur nature, comme on dit. Et alors quand même, quand c'est dit comme ça paraît très simple, mais on voit bien combien déjà la force que vous avez eue en tant que famille, c'est de passer de l'idée d'une personne à la mise en mouvement des envies de chacun pour créer un projet, et puis surtout de passer de l'idée d'un projet de famille à sa concrétisation effective, parce que une fois qu'on a décidé de se dire oui c'est bon, on se lance, on part en voilier sur l'Atlantique et on va descendre. Alors tu pourras peut-être nous préciser un petit peu quel est le chemin que vous aviez dessiné, la trajectoire que vous aviez dessinée. Il y a quand même des étapes non négligeables à valider. Tu as parlé d'école à la maison, donc choisir comment on va s'organiser avec les enfants, quitter le travail. D'un point de vue immobilier aussi, qu'est-ce que ça a nécessité? Tu as parlé de stage de voile. Je rappelle que tu avais fait un stage de voile, mais vous n'étiez pas des grands navigateurs devant l'infini de l'océan. Donc, comment concrètement ça se met en place tout ça? Concrètement, alors comment ça s'est passé? Donc ça a été très très vite et je le vois. Forcément, il y a sûrement des inconvénients. Il y a eu des inconvénients à ce que ça se fasse très vite, mais moi je le vois plutôt avec tous les avantages que ça a eu. Du coup, on est parti avec beaucoup d'insouciance et c'était très bien en fait, parce que je pense qu'on aurait préparé. Souvent, les personnes qui partent préparent ce projet sur des années, ce qui est forcément plein d'avantages sur plein de niveaux, mais je pense que nous, ça nous aurait freiné parce que, comme tu le dis, on n'était pas du tout navigateur. Enfin, moi, mon stage en voilier, c'était août 2020. Non, août 2020, donc un an avant de partir. Et puis, on n'avait jamais monté sur un bateau. C'est vrai que disait tout le temps, je déteste les bateaux, j'ai le mal de mer. Enfin, voilà, donc c'était pas du tout gagné d'avance, mais voilà. Donc, nous, en fait, on est parti avec ce côté, on a envie de vivre quelque chose et puis on prend ce qu'on a à prendre et donc on est parti avec vraiment peut-être 3 conditions. Il faut que toute la famille soit partie prenante et que
on soit vraiment à l'écoute des attentes et des besoins de chacun, et notamment des enfants. Ça, c'était vraiment important pour nous. Donc, on a validé en fait le fait de partir après un week-end. En fait, on s'est décidé au mois de mars 2021, vraiment. Après, Cédric a fait un stage avec moi tous les deux pendant 5 jours en Bretagne, où là, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas le mal de mer, que tout se passait bien et que ça pouvait même être sympa. Donc, génial, on y va. On a validé avec les enfants, du coup, on leur a proposé. Ils ont été hyper enthousiastes. Et puis, on a quand même fait un week-end avec eux 2 jours au mois de début mai pour qu'ils se rendent compte quand même de ce que c'était, que les chambres dans le voilier, c'était pas aussi grande que les chambres de la maison, quoi. Donc, même si le jardin est grand sur le bateau, l'espace intérieur est quand même beaucoup plus petit. Donc ça, c'était vraiment le premier. Après, le deuxième impératif qu'on voulait à travers ce choix de voyage, c'était vraiment de se détacher le plus possible de tout ce qui nous ramène à la vie terrestre, et notamment le côté matériel des choses. Donc, c'était vendre notre maison. On avait un vieux Volkswagen Combi qu'on a voulu vendre aussi, se séparer de beaucoup d'objets matériels de la maison auxquels on n'était pas spécialement attachés. On a quand même gardé beaucoup d'affaires, mais l'idée, c'était aussi de se détacher matériellement de beaucoup de choses et partir avec un côté plus léger sur le plan matérialiste. Et puis, la troisième, un peu impératif avant de partir, vraiment, qui était important pour nous, c'était financièrement, quand on a discuté un peu avec des gens qui avaient déjà fait ce voyage, qui étaient déjà partis, qui étaient revenus, ou même sur Internet et les blogs, on a pu un peu sentir à quel point le retour était compliqué. Et encore plus quand le retour dépend de l'aspect financier. Et donc, pour nous, les choix qu'on a faits, on voulait que quand on revienne en métropole, on s'est dit, il faut que financièrement, on ne soit pas le couteau sous la gorge. Et c'est un point important pour nous. Donc, on a aussi fait des choix qui ne sont pas forcément les plus pertinents pour d'autres, mais qui nous rassuraient par rapport à nos besoins. Et on a fait des choix qui sont sécuritaires par rapport à nos besoins. Et donc, c'était vraiment les 3 axes les plus importants, je pense, avant de partir. Après, concrètement, après le mois de mars, quand on s'est décidé, c'était effectivement continuer de se former. Donc, moi, j'avais un petit peu d'avance sur Cédric. Donc, j'ai repris un autre stage de voile au mois d'août à La Rochelle pour continuer un peu plus à me perfectionner. Cédric, lui, a fait un stage de mécanique bateau. Lui, il avait de l'avance largement sur moi sur le sujet. Donc, il a continué de se perfectionner sur la partie mécanique moteur. Donc, ça, c'était super. Et puis, après, effectivement, c'est toute la partie logistique, la vente de la maison, gérer le déménagement, où est-ce qu'on va stocker les affaires, la partie, où est-ce qu'on garde une adresse en métropole, quelle adresse on garde. C'est vrai qu'il a vu notre entreprise, comment il gère la partie auto-entreprise, la gestion de l'école, est-ce qu'on prend des cours avec le CNED, avec un autre organisme, est-ce qu'on l'a fait nous-mêmes, tout ça, il y avait beaucoup de paramètres à gérer. Et là, c'était vraiment la course contre la montre jusqu'au départ. Annoncer le départ aux amis, dire au revoir au travail, parce que du coup, forcément, pour moi, j'avais déjà annoncé que je quittais, mais du coup, effectivement, c'était aussi faire tout boucler avant de partir. Ouais, c'était une course contre la montre. Et il y a eu aussi le choix du bateau, l'achat du bateau. Oui. Hein? Oui, tout à fait. Oui, le choix du bateau, effectivement, c'était un grand moment aussi, parce qu'acheter un bateau quand on connaît pas les bateaux et qu'on sait à peine de quoi on parle, c'est toute une histoire, et c'était un peu notre priorité. Il fallait qu'on ait trouvé le bateau avant que je quitte mon travail, donc c'était vraiment le point numéro 1. Et là, on regarde les annonces et puis on appelle les gens et puis ils nous parlent de trucs qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc après, on note et puis on va sur Internet. Et là, on se sent un peu seul, mais franchement, ça se fait. Et il y a que les gens sont bienveillants et puis c'est cool, quoi. Donc on a été aussi bien entourés. On a fait le choix aussi de prendre un parcours de coaching avec une école de voile de La Rochelle qui proposait 4 jours de prise en main de son bateau. Donc on a un skipper qui est venu en Martinique quand on est arrivé au mois d'octobre. Et puis du coup, après sur un an, le skipper est dispo pour répondre à nos questions, nous accompagner sur
un choix de navigation, un choix de météo, un problème technique, c'est souvent pour ça qu'on l'appelle. Mais voilà, donc ça c'était aussi un précieux soutien et c'était important aussi voilà, nous, on avait besoin de se sentir en sécurité dans ce qu'on faisait parce qu'on savait que c'était hyper audacieux. Hein. Les gens qui connaissaient la mer nous disaient beaucoup, mais vous êtes complètement fous de faire ça. Et quand aujourd'hui on rencontre les gens sur l'eau, c'est vrai que ça les surprend quoi, d'oser partir sur le bateau. Sur un bateau, voilà. Donc nous, au final, moi, j'avais très envie de faire la transat et donc de traverser l'Atlantique et de découvrir, bah voilà, toute la partie des îles au sud de l'Europe, le Cap-Vert après, et puis traverser. Voilà, en discutant avec les uns, les autres, pour une question de timing aussi, et puis voilà, pour sécuriser aussi tout le monde, les enfants, même Cédric était moins chaud que moi. Enfin voilà, c'était un choix beaucoup plus rationnel que d'acheter un bateau en Martinique et de partir directement de la Martinique que de faire la transatlantique. Et bon, avec le recul, on ne regrette pas du tout parce que voilà, on est arrivé, on a profité directement des Caraïbes, de l'île, préparer un bateau au soleil entre octobre, novembre, décembre, c'est pas préparer un bateau en Bretagne. Donc voilà, c'était de la chance aussi. On avait les enfants, on passait une journée à préparer le bateau et le soir, on allait se baigner dans une mer à 28 degrés. C'était pas désagréable du tout, quoi. Donc c'est un regret que ce soit fait comme ça aussi. Génial. Ce que j'aime beaucoup en fait dans le projet que vous avez mené et que vous continuez de mener, c'était en tout cas dans cette phase préparatoire. Vous avez été confronté dans un temps très réduit finalement, que tu as trouvé aidant finalement pour se lancer, à une somme de choix petits et grands à faire dans un temps limité. Et il y a eu à la fois une démarche, je trouve, on se relève les manches, on se donne les moyens d'avancer. Et en même temps, vous avez aussi fait le choix de vous faire accompagner et de régulièrement poser des questions, prendre la température à droite à gauche, tout en restant les maîtres à bord, les capitaines de votre navire qui est votre projet, pour vous dire, OK, à partir de tous ces avis-là, qu'est-ce qu'on décide et comment on avance. Donc déjà, bravo, parce qu'il y a eu toute cette phase préparatoire où j'imagine les 1001 questions qui surgissent et en fait, on répond à une question et il y en a 8 autres qui surgissent. Donc d'être allé au bout de cette phase de préparation et dans un temps contraint, de vous être dit, c'est parti, on y va, on sécurise au plus possible parce que ça répond à notre besoin pour pouvoir nous lancer. Et en même temps, on est dans l'audace de se dire, voilà, on a posé nos conditions, on a posé notre cadre et maintenant on y va, on avance, on va bien voir et puis on met les meilleures chances de notre côté à la fois pour que ça se passe bien sur place, mais aussi on prépare le retour. On part pas en se disant, voilà, Inch'Allah, on verra bien comment ça va se passer. On prépare aussi le fait qu'on ne part pas pour toute la vie. On a aussi le projet de rentrée. Et donc ça s'organise aussi à minima, en sachant que la vie est ainsi faite que les projets ont rarement la forme qu'on leur avait donnée au départ. Mais au moins, il y a au moins quelque chose de prévu, d'imaginer, d'anticiper à minima pour la suite, quoi. Donc bravo déjà pour ce go qui a été donné et qui s'est mis en œuvre dans un temps très, très contraint. Ouais, et justement, je me permets juste sur le fait de choisir justement d'avoir des choix à faire et au début, en plus, comme on n'avait pas du tout de connaissances sur le sujet, on avait envie de prendre des avis à droite à gauche et on a pris des avis à droite à gauche comme tu l'as repris. Et effectivement, c'était vraiment important pour nous de le faire comme ça. Mais au final, on a mesuré aussi que prendre trop d'avis, à certains moments, ça peut être problématique parce que ça te perd dans ton choix. Et en fait, notamment sur le choix du bateau où tu prends les avis de quelqu'un. Mais moi, il faut un bateau en alu, quelque chose de solide, un bateau vraiment de voyage. Et puis l'autre qui te dit, mais non, privilégiez le confort, prenez un catamaran, vous allez voir, ça va être super, vous allez être dehors tout le temps. Et puis l'autre qui te dit, mais non, il faut que vous preniez un bateau facile à revendre. Et en fait, au final, tu sais plus. Donc, ouais, c'est important aussi de bien se noter voilà, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qu'on veut soi et pour pas se noyer aussi dans les avis des uns des autres et à un moment donné surtout de savoir dire stop. Là, j'ai assez d'informations et je fais mon choix avec ce que j'ai, quoi. Exactement. Ce qui est intéressant, je trouve, dans ce que tu partages là, c'est effectivement la valeur ajoutée que peut avoir le fait de partager ces questionnements alentour et idéalement avec des personnes qui ont soit une expertise, soit une expérience, quelle qu'elle soit, à partager et à faire résonner avec tes questions. Et en même temps, effectivement, de savoir limiter en quantité, finalement, ces sollicitations, à la fois le nombre de sollicitations, mais le temps qu'on se donne aussi pour prendre l'avis et les conseils des autres. Et en se rappelant toujours que
le conseil de l'autre est toujours un conseil qui parle depuis sa propre place, depuis sa propre expérience, depuis ses propres critères, depuis ses propres peurs, depuis ses propres envies. Et effectivement, toujours cet enjeu quand on fait un choix, effectivement, de commencer idéalement par se dire mais moi, c'est quoi mes critères, c'est quoi mes envies, de quoi j'ai besoin? Et ensuite, comment de l'extérieur les autres peuvent venir nourrir, répondre éventuellement à mes questionnements. Et à un moment donné, c'est moi qui choisis de dire stop et de prendre ma décision, mon choix, avec tout ce que j'ai glané comme information, suffisamment d'informations pour pouvoir m'aider à faire un choix conscient, lucide et responsable, mais pas paralysant au point d'avoir tellement d'informations et de retours d'expériences divers et variés qu'on ne sait même plus quelle était la question de départ quasiment. C'est ça, exactement. Génial. Donc du coup, tu l'as un petit peu évoqué, il y a bien sûr déjà cette idée qui émerge, ce rêve qui prend forme, cette mise en action et ce go live qui surgit, on se dit ça y est, c'est parti, on y va. Et puis, il y a le jour 1 où c'est parti, on y est. Et tu as parlé un petit peu de ce qui ne correspond pas à ce qu'on avait imaginé. Quelle forme ont pu prendre justement ces écarts entre ce que vous aviez projeté et ce qui s'est réalisé? Ça peut prendre la forme de déconvenus, d'apprentissage, de surprises, bonnes ou mauvaises. C'est quoi finalement ce qui vous a le plus surpris jusqu'à présent dans ce voyage? Je pense que ce qui nous a le plus surpris, enfin là encore je parle pour moi, mais moi c'est qu'en fait il faut tout réapprendre. En fait, tu te rends compte que il faut réapprendre à vivre à bord, vivre dans un nouvel espace qui bouge tout le temps. Et même ce que je m'étais imaginé, c'est qu'au début, même changer juste de lieu de mouillage, donc le mouillage, c'est le lieu où on met l'ancre, hein, donc quand on se déplace d'une petite crique ou d'une anse à une autre, ben même ça, en fait, au début, c'était à chaque fois, ça me demandait un effort de réadaptation à chaque fois, quoi. Et en fait, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir tout à apprendre, même apprendre avec les enfants, à les avoir 24 sur 24, à développer une autre relation avec eux parce qu'on est tout le temps avec eux. Donc, il faut être tout le temps, voilà, on est à la fois des fois des amis à jouer avec eux, des fois le côté école parce qu'on est là pour suivre les apprentissages, la sécurité à bord parce que quand on est en navigation, c'est plutôt l'aspect sécuritaire. Enfin, et vraiment, voilà, réapprendre à vivre en couple 24 sur 24 avec plus les espaces chacun de notre côté pour souffler, décompresser. Et puis voilà. Et puis tout l'apprentissage du bateau. Ouais, pour moi, vraiment, je n'avais pas mesuré tout ce qu'il allait falloir réapprendre à faire et tout ce que ça allait impliquer en termes d'énergie, quoi. Et puis après, c'est vrai que voilà, et ce qui nous a surpris aussi, c'est quand on est arrivé, c'était pas on prend le bateau. Et puis ça y est, on lève l'ancre, on prend les voiles et puis on part dans les eaux bleues, dans les eaux turquoises de la Martinique. C'était pas du tout ça en fait. Il s'est passé plusieurs semaines avant qu'on puisse bouger, vraiment bouger assez loin autour de la Martinique parce qu'il a fallu préparer le bateau et ça nous a pris beaucoup de temps. On a eu des aléas, ça a commencé par un aléa moteur très rapidement au bout d'un mois qui nous a bloqué quasiment 3 semaines au port, le temps de faire les réparations. Donc ça, c'était la première déconvenue pas du tout prévue qui vient plomber le programme. Voilà, donc, et puis après, ça a continué comme ça, avec des petites surprises qui viennent ponctuer nos navigations. Ouais, en février, on a notre grande voile qui s'est déchirée en pleine nuit à 5 heures du matin sur un gros coup de vent. Voilà, on a navigué vers Saint-Barth et puis au détour du Nil, le vent, on savait que le vent était très fort cette nuit-là, mais voilà, on a pris 40 nœuds et puis notre grande voile s'est déchirée, qui était très usée. On savait qu'elle était en sursis quand on a acheté le bateau. On n'a pas voulu la changer tout de suite. Et donc voilà, elle s'est déchirée voilà, à ce moment-là. Et donc là, c'est panique à bord, comme on dit. C'est panique à bord. Littéralement. Et ouais, littéralement. Donc voilà, et là c'est voilà comment des situations nouvelles à gérer et puis c'est surtout du coup un programme où on devait continuer à naviguer plus haut pour monter vers les îles plus au nord des Antilles. Du coup sans grande voile on voit complètement le programme, où est-ce qu'on va la commander, combien de délais ça va prendre, qu'est-ce qu'on fait en attendant, et donc voilà, donc ça c'est arrivé plusieurs fois où effectivement on a un programme et puis finalement
finalement, la vie fait que les choses changent. Et ce qui est chouette, c'est qu'on s'est vraiment rendu compte que, bah oui, voilà, on a notre projet de départ, on a notre destination, on donne les moyens d'aller là où on veut aller. Et puis, au final, il y a des imprévus et dans l'imprévu, du coup, on réajuste le programme. Et au final, je pense que c'est là où on a fait nos plus belles rencontres, où on a passé des super moments et au final, il n'y a que du positif, quoi. Donc voilà, le tout, je pense que c'est vraiment toujours pareil, c'est le positionnement qu'on choisit de prendre, soit face à l'événement qui vient perturber le plan et qu'est-ce qu'on en fait et comment on choisit d'en tirer parti, quoi. Et ce que je trouve intéressant, ça vient résonner avec l'expression savoir mener sa barque. Finalement, on se m'aperçoit qu'il y a beaucoup d'expressions dans la langue française qui s'appuient sur le langage de la navigation. Et finalement, ce projet-là, dans sa forme et dans son fond, c'est choisir de mener sa barque, finalement. Alors, c'est un gros bateau, c'est pas juste une petite barque, vous savez. Mais justement, qu'est-ce que ça t'a appris et peut-être comment tu t'es découverte, toi, sous un nouveau jour à travers ce projet? En quoi tu t'es toi-même surprise, découverte dans la manière de mener ta barque, à la fois littéralement à la conduite de ce bateau, mais aussi à la navigation, pardon, de ce bateau, mais aussi dans la manière de gérer ce nouveau projet avec une nouvelle dimension? Ouais. Effectivement, déjà, je dis, la barque, tu vois, c'est pour les longs fleuves tranquilles et c'est bien le voilier, c'est vraiment la bonne image avec les voiles, le vent, la mer. Et tu pars avec ton bagage et tu arrives dans un environnement et la mer se lève et là, ça devient hostile. Là, ça coupe un peu, Amélie. Excuse-moi, ça a un peu coupé. C'est mieux là? Alors là, c'est mieux. Est-ce que tu peux juste reprendre peut-être ce que tu disais sur la barque, c'est sur un long fleuve tranquille? La barque, moi, je la vois pour le long fleuve tranquille, mais la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, l'image du voilier qui est en mer, ça me parle vraiment par rapport, si je compare à la vie où voilà, tout d'un coup, tu as le vent qui se lève, tu as la mer qui s'agite, tout qui s'emballe, tout qui devient hostile, et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et donc, je réduis la voile et j'attends que je m'ébouche la faltou et j'attends que le grain passe et je reprends. Puis d'un coup, ça a recoupé, Amélie, excuse-moi. Une zone où c'est paisible, tu vois. Là, on a vu la semaine dernière, on a fini. Tu m'entends, Amélie? Je coupe la vidéo. Ouais, je pense qu'il faut peut-être que tu coupes la vidéo. Pour, moi, je vais faire pareil pour le moment pour avoir une meilleure bande passante. C'est bon là? Est-ce que tu m'entends mieux? Alors, je t'entends. Oui, je t'entends bien. Je suis désolée, du coup, est-ce que ça t'embête pas qu'on reprenne? Parce que j'ai peur que ça ait trop saccadé. Ouais. Alors, attends, ça recoupe. En fait, la barque, oui, je la vois pour... c'est... Ça y est, c'est bon. Bizarre, mon téléphone. Bon, c'est mieux? C'est toujours rouge, là, mais ça y est, je n'entends plus en saccadé. Est-ce que tu veux que je te repose la question ou c'est bon pour toi? Ouais, c'est bon, je peux reprendre. Okay, super. La barque, je la vois pour le long fleuve tranquille et la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, c'est vrai que l'image du voilier qui est en mer avec tout d'un coup les vagues, l'état de la mer qui se dégrade, le vent qui souffle, ça nécessite qu'on réajuste et dans l'environnement hostile, comment je réduis la voilure, comment je choisis de réajuster le plan, soit il nous arrivait de changer de destination, de faire demi-tour ou de ne pas partir parce que les conditions n'étaient pas réunies et c'est vrai que tout ça, c'est des vraies similitudes avec ce qui se passe dans la vie. Et comme tu dis, il y a plein d'expressions qui se ressemblent et je trouve que c'est vraiment pas anodin et la vie à bord, la vie en voilier, c'est une vraie école de vie justement parce que on se redécouvre avec parce qu'au final on a les mêmes fonctionnements. C'est aussi quelque chose qui m'a énormément surprise, c'est de me rendre compte que t'as beau avoir tout plaqué, tout vendu, tout arrêté, tout lâché, tu te retrouves à 6000 km de chez toi mais avec les mêmes fonctionnements et les situations qui se reproduisent et les mêmes biais qui reviennent. Et ça, au début, j'étais très déçue de ne pas avoir changé juste parce que j'avais changé
de mode de vie. Et donc là, c'est là que la phrase prend tout son sens, que le changement vient de l'intérieur. Mais voilà, je me suis aperçue que moi, j'aime beaucoup barrer sur le bateau. Donc, ça correspond aussi avec mon profil et mon caractère, hein, qui est plutôt une personne qui aime prendre la barre et donner le cap à suivre. Et voilà, ça reste un peu ma façon d'être aussi et de fonctionner sur le bateau. Donc, je me retrouve vraiment là-dedans. J'ai aussi beaucoup le côté où souvent j'ai un côté un peu plus aventurier, un peu plus fou que Cédric. Donc, je suis souvent celle aussi qui aime un peu aussi des fois lâcher les chevaux. Et puis, mais aussi, je suis souvent celle qui rassure et qui canalise un peu le stress de chacun quand il y a des moments un peu plus stressants. Et voilà, ça, je redécouvre aussi à quel point déjà dans la vie, c'était des choses sur lesquelles je savais faire. Et là, je me rends compte que effectivement, ça reste, je pense, une force pour moi. Après, je mesure à quel point ça peut être des fois énergivore d'être comme ça. Donc, je touche beaucoup de limites aussi voilà, de tout ce qu'ont ses avantages. Et voilà, on décide beaucoup à deux. C'est beaucoup des compromis aussi avec Cédric. Enfin, on choisit toujours à deux, en fait. Quand est-ce qu'on hisse la grande voile, quand est-ce qu'on affale, est-ce qu'on prend un riz, est-ce qu'on prend deux riz. Enfin, voilà, tous décident à deux. On décide jamais tout seul. Et ça, c'est très chouette aussi. C'est un vrai travail d'équipage, quoi. Vous êtes un équipage. Oui. Ouais. Puis même les enfants, Raphaël, très partie prenante de toutes les manœuvres. Donc, c'est vrai que souvent, voilà, quand on n'arrive pas à trancher, on lui dit « Raphaël, tu ferais quoi, toi ?» Puis, voilà, on suit son idée. C'est sympa aussi, ouais. Génial. Ce que je trouve très intéressant dans ce que tu viens de partager, Amélie, c'est effectivement, il y a plein de choses qui résonnent, mais par rapport à cette question du choix et comment mener aussi sa vie, tu parlais des conditions finalement météo qui tout à coup peuvent devenir défavorables à la navigation. Et ce que je constate, je ne sais pas si ça résonne pour toi, mais que parfois, on aimerait continuer d'avancer coûte que coûte, se dire que c'est pas grave. Je veux dire, les bâtisseurs et les bâtisseuses en nous voudraient continuer d'avancer et de naviguer coûte que coûte. Or, et tu l'as partagé avec cet épisode, cette intempérie, ce coup de vent qui a déchiré la grand voile, il y a des moments où c'est beaucoup plus risqué de vouloir continuer d'avancer quoi qu'il arrive, et que l'important dans ces moments-là, c'est surtout de se mettre en sécurité, de se protéger, et parfois se protéger, ça veut dire s'arrêter temporairement, se mettre en situation de se protéger le temps que le grain passe, que l'intempérie sur laquelle on n'a pas la main se dissipe, et puis qu'on puisse finalement faire le choix de se mettre en sécurité le temps nécessaire avant de pouvoir se remettre en mouvement. Ça, je trouve que c'est un beau partage que tu nous fais là. Complètement, et enfin c'est complètement ça, et il y a un côté où ça nous apprend vraiment la résilience, et pourtant je me disais que j'avais progressé sur le sujet, mais en fait je me suis rendu compte qu'il y avait encore du boulot, parce que voilà, comme tu dis, en fait on se trouve face à des situations où tu te dis, tu as envie d'aller contre le vent, tu as envie d'aller, ta destination elle est face au vent, mais en fait le vent, comme on dit en navigation, il refuse, il ne t'aide pas, donc il refuse que tu ailles là où tu veux aller. Et ça, c'est rageant, parce que du coup, tu tires des bords, tu contournes, et quand le vent est instable, tu as l'impression que vraiment, il ne veut pas que tu y ailles. Et ça, voilà, on a appris à se dire, comme tu dis, on est des bâtisseurs, on est un peu conditionné pour atteindre nos objectifs, être focus, aller là où tu as envie quand tu as décidé que ce soit et que ça se fasse comme ça. Et en fait, voilà, c'est sûrement ce qui entrave aussi nos plus grands apprentissages, parce que du coup, on n'est pas ouvert à se laisser vivre ce qu'on a à vivre sur le moment, et voilà, on reste trop attaché à la finalité, au résultat qu'on a atteint ou qu'on veut atteindre. Et au final, voilà, on laisse pas la place à être bienveillant et à être à l'écoute de ce qui se passe, et de se dire, voilà, là, simplement, j'attends demain, et demain, tout ira bien, quoi. Et ça, on a vraiment appris, je dirais, de nos erreurs, qui ne sont pas des erreurs, mais plutôt de nos expériences. Justement à tenir compte, et dans la vie c'est ça, c'est vraiment savoir se dire là c'est pas le moment que je me lance là-dedans, c'est pas le moment de faire ça, et si j'y vais 2 mois plus tard, 1 an plus tard, ou la semaine prochaine, en fait ça se passera mais de façon beaucoup plus fluide et légère, et tout le monde le vivra beaucoup mieux, quoi. Ce que j'entends là, c'est finalement vous expérimentez par la pratique de la navigation
le pouvoir de laisser et la puissance de laisser la place au cadeau de l'imprévu en fait. Là, c'était pas prévu comme ça, c'est pas ce qu'on avait envie de faire, mais plutôt que d'aller contre cet événement, eh bien, comment est-ce qu'on l'accueille et soyons curieux de voir où est-ce qu'il nous emmène. Et comme tu le disais, c'est souvent là que les belles rencontres se sont passées, qu'il y a eu des voies de possibilités qui se sont ouvertes que vous n'auriez pas imaginées sur le papier, quoi. Complètement. Et ce que j'adore aussi dans ton partage, et je trouve que c'est très important de le partager, c'est l'illusion du changement, et notamment l'illusion du pouvoir du grand changement. Ce qui est intéressant, c'est que tu dis, je croyais qu'en changeant de vie, en complètement d'univers, de continent, et bien que tout allait changer et que on allait faire vraiment une sorte de révolution intérieure, presque et extérieure de nos modalités. Et en fait, en basculant à des milliers de kilomètres sur un autre moyen et un lieu de vie, eh bien, les fonctionnements sont revenus, les situations de questionnement, de désaccord ont pu ressurgir. Donc, c'est pas parce qu'on crée des grands changements qu'on change, effectivement. Et je crois que c'est souvent intéressant de se dire, est-ce que je suis pas en train de vouloir changer les conditions extérieures en espérant un changement profond ? Et comment est-ce que finalement, pourquoi pas faire des grands changements, mais comment est-ce que je peux l'accompagner de cette envie que j'ai de changer en profondeur? Et par quoi je peux commencer? Oui, c'est vraiment ça. Enfin, c'est ça, c'est l'illusion vraiment de se dire ce sera plus facile de faire ma routine du matin ou de faire du sport, ou ce sera plus facile de jouer avec les enfants quand j'aurai tout le temps devant moi. Là, c'est vraiment très concret. On a tout le temps devant nous parce qu'on travaille. Enfin, moi, je ne travaille pas. C'est vrai que je travaille à garder 2 jours par mois. Mais on a du temps à profusion. Et pour autant, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à faire, que tu ne peux pas plus faire. Et donc là, oui, ça prend tout son sens de qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, le changement, il doit être plus profond, il doit se faire de l'intérieur et le problème, il est ailleurs, quoi. C'est pas une question juste d'avoir du temps ou de pas de temps. Et moi, notamment au départ du coaching avec toi aussi, je croyais que je n'avais pas de temps, mais je me suis rendu compte qu'en fait, non, j'ai plein de temps et c'est vraiment à moi d'en faire ce que je décide et ce que je choisis d'en faire, quoi. Et alors justement, tu parlais tout à l'heure donc de effectivement ces conditions de vie où vous êtes tous les quatre dans un espace réduit, même si vous êtes sur l'océan, eh bien ma foi, l'espace de vie, lui, il est restreint et donc il a fallu réapprendre à vivre tous les quatre 24 heures sur 24. Comment tu parviens du coup, justement, tu parlais d'importance d'avoir de l'énergie pour être dans une qualité aussi de présence et d'attention aux autres et de relation aux autres à la hauteur de la personne que tu as envie d'être finalement avec ton mari et tes enfants. Comment tu as choisi de te créer des espaces de temps pour toi justement? Est-ce que tu y parviens et par quoi ça passe concrètement? Alors, j'ai appris grâce au coaching à avoir une caisse à outils, une caisse à outils d'outils bien-être, on va dire, et que voilà, j'ai appris à me connaître et à savoir surtout ce qui me faisait du bien et surtout ce qui me ressourçait et m'apaisait. Ce début de voyage, je suis repassée un peu par mes biais je suis à fond, j'y vais la tête dans le guidon, j'ai l'impression que je gère et que je suis bien, mais en fait, non, en fait, je me ronge de l'intérieur. Et puis jusqu'à un moment donné où, à force d'être sur tous les fronts, au bout de 2-3 mois, j'ai un peu pas pété un câble, mais à un moment donné, c'était trop, quoi. J'étais en surpression et là, je me suis dit, allez hop, boîte à outils. Et puis, Amélie, tu sais ce qui te fait du bien. Et là, tu as mis tout ça de côté parce que voilà, le trop plein de choses à gérer, le trop plein d'émotions et tout faisait que j'avais tout mis de côté et puis là en fait c'était juste le moment de ressortir ce qui me fait du bien et donc concrètement pour moi la chose la plus importante c'est d'avoir mon espace à moi le matin quand je me lève et donc c'était quelque chose que je faisais déjà avant à la maison, mais d'être un peu dans ma bulle l'espace de des fois quelques minutes, des fois ça peut prendre 1 heure et demie, mais d'avoir un temps où j'écris. Donc j'ai gardé un rituel d'écrire
2 à 3 pages le matin dans un cahier où j'écris que ce qui me vient et ce que j'ai envie d'écrire et la pluie et le beau temps ou rien du tout. Enfin bref, c'est totalement libre. Voilà, je médite, j'ai instauré aussi des rituels de prière, d'affirmation positive ou de tableau de visualisation. Enfin, j'ai plusieurs outils que j'utilise qui sont des outils qui sont très connus. Mais voilà, ça me fait du bien et je fais ce qui me fait du bien à ce moment-là. Et ça, le matin, c'est vraiment ma soupape. Quand j'ai pas ça, je sais que la journée, elle va être différente. Alors des fois, ça se passe très bien, mais je sais que quand j'ai pas mon espace à moi, la journée est plus compliquée pour moi. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis après, voilà, je me suis rendu compte aussi à quel point c'était important quand la vie, c'est tout le temps faire, hein, même sur le bateau. Hein, des fois, il y a tellement de choses à faire que quand tu passes ton temps à réparer des trucs qui ne fonctionnent pas, à faire du ménage, à faire à manger, à t'occuper des enfants, à faire l'école où c'est compliqué, en fait, tu as juste besoin à un moment donné de te faire une partie de skyjo avec eux, d'aller te baigner, puis d'aller faire un tour en paddle et de se faire plaisir. Et ça aussi, voilà, j'essaie vraiment de me dire à quel moment dans ma journée je me fais plaisir pour me faire plaisir moi. Et donc, c'est sortir mes crayons, c'est écrire pour le plaisir d'écrire. Et ça, c'est mes moments à moi où je me ressource. Merci pour ce partage, Amélie, parce que je crois que ce que ça met en lumière aussi, c'est à la fois combien c'est puissant de créer son espace à soi et de se faire plaisir, de créer vraiment des moments qui sont très nourriciers pour soi et qui c'est un peu commencer par soi pour pouvoir être mieux avec les autres. Et en même temps, combien c'est facile de se faire emporter par le rythme du quotidien, qu'on soit dans un bureau en métropole ou sur un bateau dans un lieu magique très exotique dont on a rêvé. Et finalement, que c'est une vigilance du coup. C'est à la fois une responsabilité et une vigilance à avoir pour soi, de se dire effectivement comment je peux organiser mon temps pour pouvoir m'assurer que je commence bien par moi, le matin, dans ma semaine, à un moment donné, dans mon année, dans mon mois, bref, à une temporalité qui va me correspondre, pour faire des choses qui me nourrissent, qui me rendent profondément vivante et dans une joie qui me permet d'être en présence, dans une qualité de présence et d'attention aux autres qui fait que je suis bien, je suis épanouie dans ma manière d'être avec moi et d'être avec les autres. C'est une vigilance. Exactement. Et c'est vraiment comme tu dis, c'est vraiment pas se dire que même quand tu as l'impression d'avoir que les éléments sont réunis et que tu as l'impression d'aller bien, en fait, non, il faut toujours effectivement être vigilant à ça, ouais. Génial. Alors, qu'est-ce qui s'annonce pour vous? C'est quoi la suite du voyage? Est-ce que vous avez déjà identifié la suite du parcours dans les prochaines semaines? Et quand est-ce que vous avez déterminé la date de retour en métropole? Eh bien non, elle n'est pas encore choisie cette date, mais bon, ouais, ça se précise quand même. L'idée pour nous, là, sur le très court terme, c'est donc de quitter la Martinique et de descendre vers les îles plus au sud de l'arc antillais, donc ce qu'on appelle les Grenadines, sur les prochains mois. Donc ça permet de passer la fin de la saison cyclonique qui là vient de débuter dans un endroit un peu plus... Les îles du Sud sont un peu plus sûres à cette saison-là, donc on va aller découvrir... ce secteur qu'on n'a pas encore fait de l'arc antillais, puisque jusqu'ici, on a fait plutôt toute la partie nord. Et puis, en fin d'année, on reviendra en Martinique avec l'idée de vendre le bateau pour terminer cette partie parenthèse voilier. Et puis, nous partirons en Amérique centrale, sur l'Amérique centrale, donc vraiment sur les pays plutôt Guatemala, Honduras, Belize et Nicaragua. C'est les pays qu'on a ciblés pour l'instant sur quelques mois en début d'année 2023. Là, on est partenaire d'une association que moi je connaissais de mon enfance, du village où j'étais, qui s'appelle Casa Honduras et qui soutient des projets scolaires et de soins dans les pays du Honduras et du Guatemala. Donc, on a fait des actions pour aider au financement de ces projets-là. On va sûrement faire une cagnotte en ligne sur la fin d'année, juste avant qu'on arrive, avant de partir là-bas pour leur remettre les dons.
Et puis, on ira voir concrètement ce qui se passe dans les pays avec l'argent récolté en France. Et puis, Cédric devrait faire un film pour remettre ça en France à l'association à notre retour, qui devrait être printemps prochain. On aimerait rentrer sûrement vers le mois d'avril, mai maximum. On voudrait se laisser le temps. Justement, on sait que le retour, c'est pas facile. Tout le monde nous le dit, donc on s'y prépare. Et on voudrait vivre en France avant de ratterrir vraiment dans une vie, on va dire, plus conventionnelle, plus classique, de racheter une maison, retrouver un travail, etc. et retourner à l'école pour les enfants. On voudrait revivre quelque chose encore autour du voyage et en France. Donc, on ne sait pas encore quelle forme ça prendra. Raphaël nous parlait de faire les bords de Loire à vélo, faire toute la Loire à vélo. Donc, peut-être que voilà, on se refera encore une autre parenthèse après la parenthèse voilier et sac à dos en Amérique centrale. Peut-être qu'on fera une parenthèse vélo en France avant de vraiment revivre, se remettre à vivre autre chose. Et puis, voilà, tout reste inconnu. On ne sait pas où est-ce qu'on rachètera une maison. On n'a pas encore décidé pour nos travails comment ça va s'organiser. Donc, il y a encore beaucoup de choses à choisir, mais ça se fera au fil du temps. Pour l'instant, on veut aussi profiter et pas déjà tomber trop dans le après. C'est ça, c'est ce que j'entends, c'est avoir suffisamment une ligne d'horizon suffisamment claire pour pouvoir vous dire on sait que ce projet-là, il a une fin, il a une date butoir, on envisage dans quelles conditions on a envie de le faire pour que ça se fasse de manière choisie et non pas subie. Et en même temps, c'est ce que j'entends aussi, vous êtes vigilant à ce que vous profitiez de ce que vous êtes en train de vivre pour ne pas être systématiquement dans la projection de la suite. Et c'est souvent la recette idéale pour passer à côté finalement de ce qu'on est en train de vivre et d'expérimenter. Ben oui, là aussi, c'est facile parce qu'on a la tête toujours, on fonctionne beaucoup dans l'après. Donc, en plus, quand on aime bien se fixer des objectifs, atteindre des objectifs et qu'on est habitué à fonctionner comme ça, là, on a réalisé un grand objectif qui était le voyage. Tu as envie de te dire, ça va être quoi mon prochain objectif, mon prochain challenge professionnel? J'avais déjà un peu dessiné avant, etc. Et ce serait trop facile de tomber là-dedans et effectivement de survoler ce qu'on vit et je dirais de ne pas en tirer toutes les expériences qu'on peut en tirer. Donc, voilà, en tout cas, pour moi, j'essaie de pas trop être là-dedans et vraiment de réussir à apprécier ce qui se passe maintenant. Et puis, de toute façon, ça arrivera tôt ou tard. Il va falloir à un moment donné décider et trancher. Donc, quand le moment sera venu, je m'y pencherai plus sérieusement. Et alors, où est-ce qu'on peut vous suivre pour les auditeurs et auditrices qui s'intéressent à l'aventure que vous êtes en train de vivre et voire même vous soutenir par rapport à ce projet pour soutenir le projet avec Casa Honduras? Eh bien, alors, on tient un blog qui s'appelle Crack Odyssey, donc c'est www.crack-odyssey tout attaché, CRAC, ce sont nos initiales, et Odyssey, ODY2SEY.com. Donc là, c'est vraiment toutes on publie des articles sur notre quotidien, justement nos apprentissages, nos rencontres, ce qu'on vit, on partage vraiment ce qu'on a envie de partager sur le blog. Et puis, on a aussi quelques vidéos sur une chaîne YouTube qui s'appelle aussi Crack Odyssey. Et pour Casa Honduras, on mettra une cagnotte en ligne à partir du mois de septembre qui sera du coup disponible à tout le monde pour les personnes qui veulent faire un don pour l'association. Sinon, l'association, elle reçoit des dons toute l'année, comme toutes les associations qui sont les bienvenues. Ils ont un site internet aussi sur Casa Honduras. Génial. Un grand merci Amélie pour ces partages. Je suis tellement heureuse et je suis pleine de gratitude de vivre à une époque où on a la possibilité technique d'être en lien, moi depuis la métropole, toi depuis la Martinique. Et puis je suis très fière et très heureuse de voir tout le chemin que tu as parcouru depuis notre cheminement ensemble lors de ton grand coaching. Belles aventures pour la suite. Peut-être pour terminer, ça a été quoi pour toi le plus grand apprentissage du coaching qu'on a pu faire ensemble et qui t'a aidé pour la construction de ce projet? Le plus grand apprentissage, vraiment, j'ai beaucoup d'apprentissages. Le plus grand, en fait, celui qui me revient un peu en permanence. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le plus grand, mais ce que je retiens vraiment, c'est faire de la place. Et encore une fois, pour moi, cette notion de revenir au temps,
Avant, pour moi, j'avais un problème avec le temps, je pense, mais peut-être toujours, mais j'ai appris à faire de la place, créer, savoir écouter, savoir ressentir, m'ouvrir à moi et en gros faire de la place, ou faire de la place aux autres, faire de la place aussi aux ressources extérieures qu'on a. Pour moi, il fallait souvent que je fasse toute seule ou que je me débrouille par moi-même pour prouver que, mais en fait, non. Et donc, je pense que ça m'a ouvert, ça a semé beaucoup de petites graines sur faire de la place et comment je fais de la place. Et je retiens ça. Et aussi, je pense que c'était pas du tout pour ça que je t'avais choisi, Oriane, mais le avez-vous choisi, ça me parlait pas avant le coaching. Et depuis ce coaching, je prends toute la mesure de l'importance du choix. Et avant, pour moi, la vie, elle était faite que tu choisissais oui ou non, quoi. Enfin, je sais pas, la vie, je sais pas, ça suivait, ça déroulait. Et puis oui, tu choisissais comme ça. Mais maintenant, effectivement, je sais que le choix, c'est à nous de le faire et qu'on a la place pour le choix et que la vie est faite de choix. Et que c'est notre liberté, c'est notre espace d'expression, de création, et que c'est à nous c'est honorer notre liberté quelque part que de pouvoir choisir et se donner le droit de choisir. Et ça, c'est quelque chose sur lequel tu m'as ouvert les yeux, alors que c'était pas spécialement un objectif du coaching du tout. Mais en fait, tes mots qui ont résonné en moi en écoutant ce podcast, choisir de ralentir. Ça a fait son chemin, on a fait le coaching et t'as semé des graines, on a travaillé ensemble et moi aussi je ne peux que énormément te remercier pour tout ce que tu as éveillé en moi et c'est sûr que si aujourd'hui on est là, c'est aussi grâce à toi et je te remercie énormément pour tout ça et toute ta bienveillance et ça me fait super plaisir de pouvoir témoigner de tout ça aujourd'hui. Merci beaucoup Amélie, je suis très touchée, très émue par tes mots. Je suis contente de voyager quelque part un peu avec vous de l'autre bout du monde. Et puis encore une fois, bon vent, belle découverte, bon temps pour toi, bon temps et bonne découverte en famille. Et puis au plaisir de suivre la suite de vos aventures, cracodyssée.com. Super, merci Oriane, merci beaucoup. Alors, que vous a inspiré cette conversation ? Je vous propose d'identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation ? Comment allez-vous vous en imprégner ? Quel est le premier petit pas que vous avez envie de planifier dans les prochains jours, voire même dans les prochaines heures, pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici ? Un grand merci à Amélie pour sa confiance et pour ses partages. Et si vous voulez en savoir plus sur l'aventure Cracodyssée et comment elle a évolué depuis notre conversation enregistrée, direction le site cracodyssée.com. Mes clients de coaching m'épatent très régulièrement et Amélie ne fait pas exception. Je suis toujours si enthousiaste de constater le chemin parcouru lors d'un coaching et ce que cela déclenche comme alignement et comme changement de vie, en sachant que la vie a toujours beaucoup plus d'imagination que nous, en général. Amélie mentionne dans notre échange un épisode du podcast « Avez-vous choisi ?», qui a agi comme un déclencheur pour elle. Il s'agit de l'épisode 49 « Choisir de ralentir ». Alors, n'hésitez pas à l'écouter et à me partager les idées, les déclics ou les questions que cet épisode ou cette conversation a fait émerger. Je suis toujours curieuse de savoir comment les conversations que je vous propose résonnent pour vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Vous retrouvez tous les épisodes du podcast sur mon site orianesavoureluca.com. Et si cet épisode vous a plu, faites-le savoir avec une constellation d'étoiles, un commentaire sur la plateforme de podcast de votre choix ou sur mon site, ou via un partage sur les réseaux sociaux. Vos étoiles, vos commentaires en ligne et votre bouche à oreille, voilà bien le soutien le plus précieux que vous pouvez apporter à ce projet pour contribuer à le faire rayonner plus largement. Si vous souhaitez m'engager comme coach pour que je vous accompagne à déployer vos projets plus grands sans vous oublier ni vous brûler en chemin, alors direction mon site orianesavoureluca.com pour prendre rendez-vous pour une première conversation offerte et sans engagement. J'évaluerai si un coaching est pertinent pour vous et si et comment nous aimerions travailler ensemble. Si vous voulez postuler à l'éclairage du podcast, direction la page podcast de mon site. Je vous souhaite une savoureuse et lumineuse semaine et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, qu'allez-vous choisir ?